Bonjour à tous et à tous ceux qui sont déjà connectés. Je regarde avec bonheur le compteur des connectés qui ne cesse de grimper. Bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes déjà pas loin de 200 personnes connectées et ça ne fait que monter. On va attendre juste quelques minutes qu'il y ait encore un petit peu plus de monde et puis on va démarrer. Bonjour Valérie, bonjour Septentrion Tour, Katia. Je ne vais pas tous les faire. Hein. Bonjour à tous encore. Depuis Zagreb jusqu'à Zagreb. C'est bien. Allez, je nous laisse encore quelques petites secondes, voire 2 minutes, et on va démarrer, c'est promis. Vous êtes déjà à quasi 250 connectés. Pardon ? Oui, à 200... Bien. Bonjour à tous. Nous sommes à 200 pour l'instant à 250 connectés. Ça continue, les connexions continuent d'arriver. Juste un petit mot d'introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Laurin, je suis le directeur général du salon IFTM et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce module de formation dans le cadre des ateliers d'IFTM. Alors, les ateliers d'IFTM, vous avez pu le voir, a été une initiative digitale que nous avons lancée depuis le 12 janvier, avec 2 grands volets, un volet table ronde. Il y a déjà eu des tables rondes qui ont eu lieu, auxquelles vous avez probablement assisté, sur différents sujets, sur la destination France, sur la montagne, sur les nouvelles mobilités. Voilà. Et on va occuper le terrain avec ces tables rondes et ces formations jusqu'au mois de mai. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir à la première formation de ce deuxième module des formations, une formation aujourd'hui qui va être consacrée à production, comment se réinventer, avec notre partenaire Travel Pro Formation et les entreprises du voyage. Voilà, je voulais juste vous remercier à nouveau pour votre fidélité, parce que aussi bien sur les tables rondes que je le vois là ce matin sur les formations, vous êtes nombreux et nombreuses à vous connecter, non seulement à vous inscrire, mais à vous connecter. Il y a parfois une très forte déperdition entre le nombre d'inscrits et le nombre de connectés. On ne constate pas ça avec les ateliers d'IFTM, donc tout ça est de très bon augure pour la suite. Voilà, je vais passer la parole à nos amis de Travel Pro Formation pour la suite. Je vous souhaite une très bonne formation. N'hésitez pas à communiquer vos questions sur le chat et on vous y répondra, bien sûr. Encore une fois, merci pour tout. Merci pour votre confiance. Je vous le rappelle, l'ADN du salon, c'est de rassembler tous les acteurs du tourisme. Eh bien, les ateliers d'IFTM s'inscrivent dans cette démarche. On essaye de vous rassembler, de vous apporter du contenu intéressant et c'est ça qui nous anime. Bonne journée, bonne formation. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Sylvie, directrice de Travel Pro Formation, donc qui est le centre de formation de l'APST et des entreprises du voyage.
On est ravis de faire partie de cette belle aventure en tant que partenaire de l'IFTM. Et comme vient de vous le dire Frédéric, on vous remercie de participer aussi nombreux à cet atelier qui a pour thème aujourd'hui comment se réinventer. Donc, quelques petits points d'organisation. Pendant cet atelier d'une heure, on n'a pas la prétention de croire qu'on va tout bousculer. Par contre, on a la prétention de croire qu'on peut vous apporter quelques idées et pistes de réflexion pour demain. De temps en temps, vous serez sollicité par les intervenants. On vous invite à privilégier le chat de discussion pour répondre à leurs sollicitations. En attendant, je vais vous laisser en compagnie de Sylvia, consultante de Travel Pro Formation et directrice d'un réceptif à Paris, et de Michel, un comédien d'exception. Je vous souhaite un excellent atelier formation. Bon, ben, bonjour, moi, alors d'exception, oui, parce qu'en fait, je ne suis pas connu, hein, donc vous savez, en ce moment, dans le spectacle, c'est un peu comme dans le tourisme, donc voilà, je me suis raccroché, il y avait de la lumière, je suis venu, et l'idée, c'est de poser des questions, parce que je voyage aussi, des questions cons, en fait. Alors, je vous laisse à vous les questions intelligentes. Bien. C'est à moi donc. Alors moi je suis Sylvia, je suis censée vous accompagner dans ce parcours. Donc pour rendre la chose un peu plus facile, je vais partager un document en PDF, comme ça il y aura un peu de contenu qu'on va voir ensemble, on va commenter. Michel va nous poser des questions, va nous stimuler sur les questions et on essaie de passer cette matinée de façon créative. Alors je partage l'écran. Valentine, l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Il faudrait me donner la main. Ça commence bien. Il faut me mettre comme Zoom, met des co-animateurs. Ça, c'est la seule chose qu'on n'a pas testé ce matin. C'est vivant. Oui, vivant. La première difficulté, vivant. En fait, il y a une fonction nommer quelqu'un un co-animateur. Il y a Eric Rivet qui dit « Désolé pour le retard, t'inquiète, on avait prévu justement ce problème-là pour faire en sorte que les gens arrivent à l'heure malgré tout. » Voilà, donc là, on meuble comme voilà. on peut. Alors, là, c'est bon pour toi, tu as la main. Ouais, merci. Lien Zoom, participants sortant de l'Union, c'est ça? Comment? En fait, j'ai plusieurs fenêtres à partager. Moi, je mets partager. Partage voilà. l'écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. C'est bon. Donc, il vaut mieux que je le mette en grand, en modèle comme ça? Voilà, c'est bon? Vous le voyez? On voit ta page Zoom, Sylvia. Il y a On pas mal voit de... pas le PowerPoint, on voit le Zoom. Mais moi, je vois mon dossier. Bon, bah, si tu le vois, toi, c'est bon en plus. Bah, Comme tu le connais déjà, à la limite, tu veux le garder pour toi, c'est ça? non, mais moi, il me dit, vous êtes en train de partager l'écran. Donc, voilà. On va faire arrêter, comme ça, on va recommencer. Partage l'écran, ça, c'est bien. Hein. Partager de base. Est-ce que vous voyez ma page maintenant? Oui. C'est bon? On a la Travel Pro Formation, génial. Ah, super. Il faut que tu la mettes en plein écran et c'est bon. Ouais, j'y vais. Donc, je mets en plein écran. Donc, ça veut dire que je n'ai plus le lien de discussion. Michel, c'est à toi de voir les questions. D'accord. Chacun un truc. Hein? OK. Alors, rebonjour à tous. Me voilà débuté avec le premier atelier qui, en fait, c'est une formation, mais ce n'est pas une formation parce qu'on a une heure, on a plein de choses à dire.
Et surtout, on n'a pas la prétention, comme Sylvie a dit, de vous enseigner, de vous apprendre des concepts. On est juste là pour se poser des questions, pour se remettre en question, parce que notre client l'a fait. Hein. Donc, demain, la production, demain, c'est quand? Demain, c'est quand on reprendra. Demain, c'est après la crise sanitaire. Et demain, on va se demander, est-ce que ce qu'on a toujours fait est encore valable après? Est-ce qu'on sait vraiment ce que notre client d'après voudra? Donc, on va faire un petit parcours pour produire, pour concevoir un produit nouveau, avec une optique qui change si on est en agence de voyage, si on est un tour opérateur, si on est un DMC, mais la question est toujours la même. Et il faut produire quelque chose qui soit adapté au client qu'on a en face, qui on peut identifier facilement si on l'a vraiment en face au bout du fil, qu'il faut identifier si on est un tour opérateur par rapport à la cible qu'on a choisie. Et si on a un réceptif, encore pire, parce qu'il faut penser ce que le tour opérateur veut par rapport à la demande de ses clients. Hein. Donc, on va parler du consommateur, de qui on a en face, d'un client qui est un touriste, d'un client qui est peut-être un voyageur, un nouveau voyageur. On va surfer les nouvelles tendances, parce que ces nouvelles tendances, ils nous donnent des thématiques à utiliser pour nos nouveaux produits. Et on va parler de cette nouvelle technique qui est le marketing expérientiel qu'on peut appliquer au tourisme pour donner une valeur ajoutée. Hein. Et juste comme rappel à la fin, on va parler un peu, on va faire un récap du montage d'un produit touristique que tout le monde sait déjà faire, mais on va juste voir comment utiliser ces nouvelles clés pour notre produit innovant. Donc, en fait, on a une petite promenade sur une activité qu'on connaît déjà très bien. Donc, qui on a en face? On a en face une personne, hein, une personne qui est un subjectif, donc qui a des motivations pour voyager, des motivations qui sont influencées de l'extérieur. Ces clients, ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir parce que pendant la pandémie, pendant le confinement, etc., on a lu, on a écouté des émissions à la télé, on a participé à des webinaires, on a lu des articles. Donc, en fait, ils ont eu le temps, les clients, mais nous aussi, de se remettre en question. Donc, plein de littérature, plein d'articles, plein de webinaires. Mais il y a aussi de la mode, ça reste des destinations à la mode. Ça reste des logiques sociales. Il y a des clients qui répondent dans leur choix de voyage à une logique sociale par rapport au moment précis de leur vie. Donc, il y aura un moment où on est intéressé à des voyages romantiques, un autre moment des voyages de découverte, un voyage de famille, un voyage de repos, etc. Donc, quoi proposer, hein? Quoi proposer pour qui aussi veut choisir de maintenir des icônes où il faut aller, la fameuse « the place to be ». Est-ce qu'on sait ce que c'est le « the place to be » pour nos clients? Alors moi, justement, parce que moi j'ai un chat aussi, là, il y a le chat avec tous les participants, mais j'ai aussi un chat avec des clients qui me demandent justement est-ce qu'on pourra travailler sur le dernier voyage aussi? Ça peut être bien. En ce moment, c'est la mode. Le dernier voyage qu'on a fait? Non, le dernier voyage. Bon, moi, laisse tomber alors. Le dernier voyage en français, c'est la mort en fait. Hein, mais voilà, mais oui, mais en italien aussi. Hein, mais juste, je voulais. Eh ben alors, peut-être que tu comprends pas. Pas trop dramatique, quoi. Voilà. On parle d'évasion, de loisirs, voilà. C'est une évasion. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce que va enthousiasmer notre client? Quelles sont les icônes qu'il faut encore surfer? Et savoir qui est notre client, qui on a en face, quel âge ils ont nos clients. On a plein de seniors là. On a plein de seniors, c'est baby boomers entre 55 et 75 ans qui sont en retraitatif. Ce n'est pas du troisième âge qui doit aller faire de l'hivernage dans une plage. C'est des gens qui veulent voyager, qui ont une carrière touristique très, très remplie. Donc, il faut stimuler de la bonne façon. On a un modèle de société qui a changé avec toutes les familles décomposées, recomposées. On part en vacances avec les enfants de l'un, les enfants de l'autre, les amis des enfants, la famille de l'autre famille, etc. Donc, peut-être que ces vacances en tribu changent
en termes de programme, il faut intéresser tout le monde, il faut intéresser différentes générations et différents âges d'enfants, et en termes de budget, en termes d'hébergement. Après, on a en face encore quoi? Des clients qui veulent voyager en solo, parce qu'on a des aventuriers qui font le road trip, c'est à la mode, non? Des solitaires, des femmes qui voyagent seules, parce que maintenant on le fait. Voilà. Et par bonheur, on a encore les couples. Ah, les couples, c'est la cible typique du marché touristique des agences de voyage et des tour opérateurs. Les couples qui veulent partir en vacances. Donc, est-ce que vos clients sont encore ceux-là ou vous avez encore des clients différents? Et après, on peut les décliner groupe, individuel, loisir, business qui devient loisir, etc. Mais il faut savoir qui on a en face, qui sont nos clients. Et c'est là qu'on se pose la question de base. Est-ce qu'on a en face un touriste ou un voyageur? À savoir que touriste a toujours une acception signification un peu négative, non? Ah, mais non, moi, je ne suis pas un touriste. Non, moi, je fais un voyage. Donc, est-ce qu'on a en face un client qui est simplement un touriste qui veut se reposer, qui veut consommer un produit tout prêt ou à la carte, ou on a un voyageur qui est un peu plus compliqué? Je ne sais pas. Toi, Michel, tu sais qu'est-ce que c'est un touriste, un voyageur? Je pense que le touriste, il assume d'être un touriste, alors que le voyageur, il ne veut pas être un touriste, en fait. Ouais, le voyageur, ça la pète un peu, c'est ça? Le voyageur, souvent, le touriste, il est cool, puis le voyageur, généralement, il veut découvrir le pays, non? C'est ça, c'est un mec facile, il faut arriver à le découvrir. Normalement, il a un t-shirt et un short Quechua, il a des Birkenstock et il a un vieux sac Décathlon, parce que ça fait des années qu'il se balade avec. Normalement, hein. Et il voyage. Et il veut avoir des vraies rencontres avec les gens du pays, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, c'est aussi les jeunes qui m'énervent un peu parce que maintenant, ça fait un road trip. C'est quoi un road trip? C'est un circuit. Hein? Ça fait 30 ans qu'on le fait, nous, des circuits. Voilà, un circuit à la carte. Voilà. Sauf qu'au lieu d'aller le chercher sur la carte, comme on faisait avant, maintenant, on a Internet, on a les blogs, les blogueurs, on a les influenceurs, tous des gens qui sont la science infuse, donc ils savent tout. Donc, on ne fait pas un circuit, on fait un road trip. Et donc, on est un voyageur et donc, on n'est pas un touriste. Et peut-être qu'on n'a pas le sac Décathlon et les Birkenstock, mais on sait qu'on fait quelque chose de différent. Donc, nous, on s'adresse à qui? Parce qu'en fait, il faut aussi justifier notre présence, notre existence, notre expertise, notre savoir-faire. Nous, ça nous arrange qu'il y a des consommateurs de produits touristiques. C'est un peu notre métier, non? Alors, moi, j'ai plein de trucs. Là, j'ai les gens qui commencent à donner des définitions sur les voyageurs, par exemple. La différence n'est-elle pas, c'est que Céline Bourgeois, et puis après, j'arrive pas à lire parce que c'est pas assez. Voilà, qui dit que la différence n'est-elle pas dans les valeurs recherchées dans l'acte de voyager. Okay, et après, il y a quelqu'un qui dit que les clients veulent faire des voyages, putain, ça a bougé, hors des sentiers battus, tout en restant à la. Putain, ça n'arrête pas de bouger ce truc. C'est bien ça. Des sentiers battus, mais en restant safe quand même. Voilà, ils veulent pas le prendre trop de risques, en fait. C'est ça qu'on nous dit. Et puis, il est beaucoup plus à la découverte. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Pour moi, le voyageur est celui qui a envie de découvrir le pays en dehors des sentiers battus, sac à dos compris. Voilà, ça c'est les définitions qu'on a. Et le touriste est un acteur du voyage touristique, plus basé sur le balnéaire. Et voilà, oisiveté. C'est un gros feignant, quoi, d'après un gros feignant. Donc, hors des sentiers battus, veut faire tout seul, mais pas vraiment. En fait, il veut un itinéraire calculé, mais qui ne se présente pas comme un package touristique, un forfait, ce qu'on fait, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Il y a aussi le touriste qui peut être voyageur aussi, c'est dans les voyages comme ça, il y a toujours 2 heures sur 10 jours, 11 nuits, il y a toujours 2 heures de temps libre. Et là, le mec, c'est un dingue. Et là, le mec, il découvre le pays. Et là, il est comme un dingue. Toute la journée, il a été cadré pendant 8-10 jours et il reste 2 heures. Et là, il fait ce qu'il veut. Et là, il devient voyageur. C'est romantique. Moi, je pense que s'il a 2 heures, il va faire du shopping. Ah, aussi.
Voilà, donc en fait, c'est ça le problème, c'est que si on encadre trop, on ne le laisse pas devenir voyageur, ce touriste. Donc là, en fait, finalement, c'est notre faute. C'est notre faute. Donc il faut qu'on arrive à doser, parce que ce voyageur qui est le voyageur romantique, le voyageur qui allait à la découverte, à la rencontre d'un monde d'ailleurs, peut-être que dans le monde moderne, où on a démocratisé les voyages, le transport, bon, il n'y en a plus tellement. Donc, en fait, tout le monde peut être voyageur s'il en a envie. Après, il y a des touristes qui veulent être plus assistés dans la construction de son voyage. Donc, est-ce que le nouveau voyage, après, ça va être une mutation du touriste voyageur? Tu revois une voiture, je sais pas, on va voir comment on va l'appeler. Mais moi, je vais essayer de résumer un peu. Donc, selon le code du tourisme, le touriste, c'est celui qui quitte son domicile pour quelques jours. En fait, il doit rester une nuit dehors. Il est touriste. Sinon, il est excursionniste parce qu'il ne dort pas à l'extérieur. Et donc, il cherche quoi? Une vacance. Il cherche du loisir, de la détente. Il cherche quelque chose de nouveau, c'est clair. Hein? Comme un peu une compensation à son métro, boulot, dodo de tous les jours. Alors que les voyageurs, ils cherchent un peu plus de contenu parce qu'ils croient, ou ils pensent, ou il est autonome. Hein? Donc, il prend le temps de regarder, de découvrir. Il veut du temps libre, comme dit Michel. Donc, c'est ça, il faut faire attention, il faut travailler. Donc, on va commencer, on va essayer de l'étudier tous les deux. On va commencer par le touriste. Donc, il était une fois le touriste avant la crise. Le touriste, donc, qui consommait. Et qu'est-ce qu'il consommait quoi? Donc, il avait du temps libre, hein, et donc, il venait en agence pour acheter une vacance, hein, un package de vacances, pour remplir son temps libre. Et pourquoi le remplir? Parce qu'il faut partir en vacances. On ne peut pas dire seulement on est en vacances. En fait, il y a les vacances scolaires. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis en vacances, je me repose. Les gens demandent, tu pars où en vacances? Donc, il faut partir. Donc, cette vacance, c'est une évasion du quotidien, du train-train, mais il faut que ce soit un produit attractif. Donc, il faut leur donner à ces touristes nouveaux quelque chose qui répond à ses besoins, à son imaginaire, aux endroits où il faut aller, les fameuses des places to be. Hein, donc, on cherche cette aura. Mais Michel a raison, hein, il faut laisser un peu ce plaisir de flâner, ce temps libre, et pas seulement les 2 heures pour faire le shopping. Est-ce que jusqu'à là, on est d'accord, Michel? Toujours avec toi, je suis toujours d'accord. Hein. Ah bah ça, c'est une nouveauté, mais bon, voilà. Et donc, au contraire, le voyageur, qui n'est pas lui un consommateur, hein, parce que c'est lui qui fait le road trip, on a dit, il veut partir, il a envie de partir, mais le problème, c'est qu'il faut le faire partir avec nous. Hein. Donc, qui est-il vraiment? Est-ce que normalement, je pense qu'il n'a pas besoin de nous. Hein. Donc, comment il faut le capter? Comment stimuler cet imaginaire qui est plus compliqué de l'imaginaire du touriste? Le touriste, il est plus sympa, comme on a dit, non? Le touriste, il veut partir quelque part pour se reposer, pour faire quelque chose de différent, de nouveau, etc. Le voyageur, lui, il faut que, en plus de cette motivation de faire un voyage pour se détendre, il faut lui donner du contenu. Donc, il faut toucher cet imaginaire, le faire rêver. Hein. Mais comment? Comment faire rêver quelqu'un qui rêve déjà tout seul, hein, beaucoup? Ah, je ne sais pas, pour une fois. Ben, c'est-à-dire que là, j'ai plein de trucs, mais en fait, ils répondent pas. Là, ils donnent leur Ils ne répondent pas. Ça va à une allure. Voilà, on fait rêver en surprenant. Voilà, il y en a une qui, ça y est, voilà, être à l'écoute de son rêve. On peut faire rêver en mettant en avant son expertise locale. Ça y est, c'est parti, là, c'est chaud. André, elle est comme une dingue. Expertise, ça me plaît, c'est mon E et X. Expertise, je dirais un autre truc qui commence comme ça après. Mais en fait, oui, il faut faire rêver. Déjà, il faut se présenter, nous, comme capables de le faire rêver. Hein? Pas facile, hein? Donc, comment on va stimuler cet imaginaire? Ah, ça c'est, voilà, tu vas nous le dire, je crois. Bah oui. Mais moi, ouais. Je n'ai pas de recette. Moi, déjà, il faut travailler sur des symboles. Il faut travailler déjà au moment de la commercialisation, de la présentation du titre, du forfait de la proposition. Parce que si on va mettre vacances balnéaires en Andalousie, ça ne fait pas rêver.
Mais si on va mettre quelque chose qui touche le local, qui touche l'exotique, qui touche la couleur de la mer, du ciel, des vacances idéales, etc., si on touche un peu de marketing expérientiel, peut-être que cet imaginaire va faire un déclic, à dire tiens, celui-là, il a des choses à nous dire. Et après, on peut aussi utiliser les mythes que les clients ont dans leur tête. Est-ce qu'on va parler à un client qui est un solitaire? Alors, quelqu'un qui veut aller dans une île déserte comme Robinson. Est-ce qu'on va parler à quelqu'un qui veut découvrir d'autres cultures? Et d'autres cultures, ce n'est pas seulement de l'exotisme, hein, parce que si on parle de la France en américain, on est exotique. Donc, une différence culturelle. Il suffit de voir les séries américaines, quand ils sont en France, on entend de l'accordéon, il y a une de chevaux, un mec qui passe avec un béret et une baguette. Et on est en 2021, mais eux, ça ne leur pose aucun problème. Aucun problème. Mais dans les derniers temps, moi, j'ai fait pas mal d'Américains, donc c'est plutôt avec un verre à la main, je ne sais pas pourquoi. Et ça va être cheese and wine au cooking class. Donc, en fait, différence culturelle, c'est différence de chez eux, mais on peut le travailler, ça. Et donc, pour nous, les Français, qu'on doit partir ailleurs, il faut travailler sur ça, sur la différence culturelle. Et si on a quelqu'un qui veut faire son road trip extrême, ben, et là, on pense à Indiana Jones, non? Je ne sais pas. Voyage Indiana Jones. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Voilà. Et après, on peut aller sur Interstellar aussi, ça peut être pas mal. Les mecs, ils partent, au lieu de partir comme ça, ils partent carrément comme ça, et ça voyage dans le… En fait, on le fait rentrer dans ce mythe. Imaginez le mythe de Adam et Ève pour un voyage d'anniversaire, un voyage romantique. Ça, c'est bien, ça. En plus, il n'y a pas besoin de valise, du coup, puisqu'ils vont être à poil, hein, logiquement. Ça évite le problème des bagages dans les aéroports, ça fait attendre, alors que là, le mythe d'Adam et Ève, bon, après, il faut franchir la sécurité. C'était pas ça que je pensais moi, mais bon, ah, d'accord. On peut la voir comme ça. Non, moi, je pensais à autre chose, plus romantique, plus les fleurs, les pilotis, la mer, voilà. Et donc, en pratique, parce que là, on parle de mythe, on parle d'imaginaire, etc., mais il faut savoir mettre en scène des choses. Et pour mettre en scène des concepts, il faut utiliser des images, des stéréotypes, ce qu'on dit techniquement des landmarks, des marqueurs de destination. Par exemple, vous voyez les Eurostars, hein, ils ont été malins hein, pour dire Paris et Londres, allez, Big Ben et Tour Eiffel. Donc, est-ce qu'on a des images stéréotypées qu'on peut utiliser, nous, producteurs, pour lancer nos produits de façon nouvelle? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec les photos, les images, on peut travailler sur ça. Tu as des réponses? Est-ce qu'on a des réponses en ligne? Ah, j'ai une question là, très, très pertinente de je ne sais pas, j'ai CEP, je vois marqué que CEP, donc je ne sais pas. Donc, le voyageur il a souvent… Ça a changé, mais c'est chiant, ça ne s'arrête pas de bouger. Si le voyageur cherche la rencontre, est-ce que ça colle avec ses clichés? Voilà. Le cliché, c'est une question intelligente, c'est pas pertinente seulement. Les clichés sont fixes, ce sont des stéréotypes, mais la rencontre, ça peut bouger parce que c'est très subjectif, ça dépend de plein de choses. Mais déjà, le fait de leur donner l'occasion de pouvoir rencontrer, ça veut dire qu'on propose un voyage un peu plus dynamique, un voyage avec du temps libre. Et donc, il y a CEP aussi qui nous précise, je crois. Donc, le voyageur, il a déjà souvent un rêve construit, contrairement au touriste qui a besoin qu'on lui vende un ailleurs. Le voyageur sait souvent déjà où il veut aller traîner ses guêtres. Il attend donc qu'on adhère à son rêve et non qu'on lui en fabrique un et qu'on y ajoute notre supplément d'âme et de technique. C'est bien ça. Et bien, bien. Supplément d'âme et des techniques. Ouais, ça, je vais marquer. Je vais l'utiliser dans mes formations pour les étudiants. Ah ben voilà. Voilà. Tu pourras demander des droits d'auteur, là, CEP. Supplément d'âme et des techniques. En fait, l'âme, c'est la perception des besoins de ce consommateur, de la technique, parce que nous, on sait où elle est. C'est ça notre avantage. Ah, c'est Septentrion Tour. Voilà, c'est Septentrion Tour. Alors, je ne sais pas si c'est Tour la ville ou Tour le voyage. Septentrion, du Nord. C'est bien ça. Âme et technique, âme et expertise. Donc, il faut capter, empathie vers le client, ses besoins, et expertise. Lui, il faut lui mettre une bonne note, hein, Septentrion. Voilà, prends les noms.
Donc ça, on le garde, parce que cette notion, parce qu'on la sortira après. Donc, pas trop de caricatures, on a dit, mais quand même utiliser son imaginaire et l'exploiter avec notre technique. C'est ça? J'ai bien résumé? Comme d'habitude. Bien. Mais alors, il y a encore un secret. Alors là, je vais ouvrir encore une autre page très importante. Une nouvelle tendance, juste une question, une nouvelle tendance du tourisme, est-ce que maintenant il va falloir, en plus de la valise, partir avec un globe terrestre? Oui. C'est chiant, non? C'est l'improvisation. Ah d'accord. Voilà. C'est comme faire du jazz. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Donc, on est sur la route, là, une route solitaire. On prend la carte, on prend le map monde et on dit, on va quelque part. Mais bon, nouvelle tendance, on en a entendu parler depuis mars. Hein. Donc là, c'est tout le monde nous dit, nous apprend les métiers. Moi, c'est ça un peu qui m'énerve, je ne sais pas vous, mais si on lit les articles, les journalistes de secteur et pas la partie culture, donc il faut relire le tourisme parce que le tourisme a un impact négatif, parce que le tourisme pollue, parce que si on arrivait là, c'est la faute du tourisme de masse. C'est ça, non? Donc, quelle nouvelle tendance? Là, il faudrait savoir. Moi, j'en ai plein. Hein. J'ai plein de thèmes là à vous proposer qu'on peut regrouper après sur des grandes familles. Mais ces nouvelles tendances, si on le rajoute à l'âme et à l'expertise, et si on le rajoute à cette exploitation de l'imaginaire du consommateur, peut-être on va arriver à ce nouveau produit. Non? On est d'accord? Est-ce que tu as des conseils là sur les nouvelles tendances ou j'y vais? Non, vas-y, tu peux y aller. Vas-y. J'y vais. Bon, alors, vous voyez la photo verte, la planète, les arbres, voilà. Il y a toute cette thématique qui découle du tourisme durable. Donc, tourisme vert, donc espace naturel, comme ça on ne met pas le masque. Quoique, moi j'ai dû mettre le masque sur la plage à Trouville, donc voilà, on va en parler. Tourisme solidaire, équitable, on va nettoyer les plages, on va nettoyer les places des villes parce qu'il y a les masques par terre, on va rencontrer la population locale. Donc, tourisme durable dans tous ces possibles exploitations. Il faut prendre en compte aussi les nouveaux acteurs parce qu'en fait, par exemple, pour ces familles des tribus, il faut peut-être trouver des nouvelles formes d'hébergement. Donc, des programmes pour des familles tribus. Si on a une famille tribu, il y a plusieurs intérêts. Donc, concevoir un produit touristique pour des familles voyageuses, des voyageurs d'avant qui se trouvent coincés dans une vacance à plusieurs. Donc, voilà, quel type d'hébergement on va choisir. Co-vacances, nouvel hébergement, tourisme solidaire, slow tourisme. Ça fait, c'est la mode, hein. On disait avant, mais le slow tourisme, c'est après le slow food, c'est bien, c'est une tendance qu'on peut exploiter. Tout à l'heure, il y avait le tourisme vert, il y a peut-être organisé, je ne sais pas, une sorte de tour, mais en France, en passant par Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Besançon, Tours, Annecy, Grenoble, toutes les villes qui sont passées écolo. C'est intéressant. À Lyon, par exemple, moi j'habite Lyon, c'est vachement bien. Vous allez voir, il y a de plus en plus de bouchons, il y a de plus en plus de vélos. C'est vachement sympa. C'est bien. On peut plus se garer aussi. C'était une suggestion de nos participants ou c'est voilà, non, c'est une suggestion de clients qui j'ai sur le chat client. Ah, sur le chat client. Ok, mais pourquoi pas? Parce que en fait, la France, rester dans son pays, c'est un peu un besoin. Tant que les frontières sont fermées, peut-être qu'il faut se réinventer aussi. Pour qui travaille à réceptif, il faut savoir vendre son pays de façon différente. Il n'y a pas que de villes à visiter. Mais quand je dis une nouvelle tendance, je parle d'une nouvelle approche au programme. C'est-à-dire, il faut trouver une thématique, un fil rouge, comme on parle dans l'événementiel, un fil conducteur qui soit à la base de notre programme pour donner un thème. Comme ça, on capte un voyageur qui ne veut pas seulement un package standard. Pour avoir un package touristique innovant qui puisse intéresser un voyageur, il faut avoir une thématique, il faut surfer une tendance actuelle. Donc, tout cela, c'est quand même des tendances dont on parle. Après, il y a des niches des clients.
il y a des nouveaux clients. On a parlé des solo travelers, les gens qui voyagent tout seuls. Ils sont peut-être des aventuriers, mais aussi des personnes normales qui en ont marre de payer des suppléments single qui vont leur doubler le budget. Ou des personnes qui veulent trouver quelque chose à faire sur place pour occuper leur temps de vacances tout en étant seules. Des femmes, on voyage pour les femmes, donc c'est des niches. Et après, on arrive à tout ce qui est digital appliqué au tourisme. Là, il y a double problème. On parle de technologie. Est-ce qu'on exploite cette technologie pour nous rapprocher du client ou pour commercialiser notre produit ou pour remplacer nos brochures? Ça, c'est une grosse question. Et j'ai commencé à annoncer un peu une thématique, l'expérience. Donc, il faut peut-être, dans ce temps libre qu'on laisse, leur proposer ou les habituer à vivre quelque chose, pas seulement à voir quelque chose. Donc, il faut faire un temps de vacances quelque part qui rentrera dans nos souvenirs parce qu'on a fait quelque chose. Et là aussi, il y a des nouvelles figures professionnelles qui vont nous aider ou nous faire concurrence, hein, des guides qui ne sont pas des guides, mais qui donnent une approche plus quotidienne de la destination, etc. Donc, tourisme digital, tourisme expérientiel, tourisme créatif. Ça te parle, Michel, ou pas? Complètement. Et ça te plaît? Toi, tu es un voyageur en plus. Moi, depuis le début, je ne sais pas si je suis touriste ou voyageur, ou si je suis voyageur touriste, ou si je suis voyariste ou tougeur. Je ne sais pas. C'est un peu tout, en fait. Ça dépend où je vais. On le verra à la fin. Donc, encore une petite parenthèse sur la technologie. On la sait, on connaît, on sait tout. Mais juste ces technologies, il ne faut pas les subir, peut-être, non? Il faut l'exploiter. Parce que moi, je pense que la technologie, ça peut servir pour garder le contact, créer le contact avec le client, le garder et le maintenir après. Donc, on parle avant de partir, donc comment commercialiser e-tourisme, mobile, m-tourisme, etc. Pas seulement le laisser faire aux destinations, peut-être les agences peuvent aussi le faire avec leur parc client. Alors, avant les voyages, pour la commercialisation, pendant les voyages, pour garder le contact, ces fameux 24 heures, contact 24 heures, qui peut être pas forcément le numéro de téléphone de l'agence, ça peut être celui de Michel, qui répondra à toutes les heures, ou celui du réceptif sur place. Mais donc, garder les contacts et après, pour faire toute la prévente de façon positive, donc vous travaillez sur la e-réputation de votre agence. Donc, cette nouvelle technologie, il ne faut pas la subir. Il faut la... Ouais. Il est vachement bien, là. Il y a beaucoup de questions là, sur l'iPhone. Il est vachement bien, là, celui avec le château fort dessus. Tu l'as acheté où? C'est un nouveau modèle. C'est l'iPhone 25. C'est l'iPhone quoi? C'est l'iPhone 14e siècle, non? Voilà, c'est 25. C'est la réalité, c'est l'iPhone augmenté. Ah, d'accord. Augmenté. Mais vous n'avez jamais fait une visite dans un château et ils vous donnent un histopad et en fait, vous visitez et vous voyez autour de vous des gens qui sont habillés comme au Moyen-Âge, etc. Ah, ça, non, je n'ai pas fait. Eh ben, c'est super bien, ça. Dans le sens oui, que c'est bien, ça. Dans les vacances famille, par exemple, vous faites rigoler les enfants pendant que les parents écoutent le guide. Et ça ne fait pas touriste basique, ça fait aventure sur place. Donc, juste conseil, nous n'allons pas subir la technologie, nous allons l'exploiter, l'utiliser. Et là, alors là, c'est des positifs, me plaît beaucoup. J'ai un truc, attends, là j'ai un truc génial, juste avant ça, mais j'ai un truc génial. Tout est dans l'art, c'est Andrea, tout est dans l'art de faire un devis qui n'en dit pas trop, mais qui fait rêver pour accrocher le client. Bien. Moi, ça j'aime, ça c'est à l'ancienne, comme on aime. Voilà, bravo. Un devis qui n'en dit pas trop. Si on regarde le code du tourisme et l'information préalable, je pense qu'après on va avoir un problème. Mais en fait, c'est l'accroche. Il faut faire rêver. Faire rêver, voilà. Donc, c'est l'accroche. Un devis qui donne envie de reparler avec l'agence. Pourquoi pas? Voilà. Et surtout, un devis qui donne l'envie de tester. Est-ce que j'ai pris la bonne voie ou je rajoute des choses? Tu as d'autres idées? Tu as d'autres suggestions? Moi, j'ai, pour l'instant, ne pas donner les adresses, mais qui donnent envie de nous prendre.
Alors là, je ne sais pas si Andrea n'est pas en train de se tromper de site. Ce n'est pas un site de rencontre, en fait. Hein, Non, mais elle a raison. Elle a raison. Ne pas donner l'adresse, tu sais pourquoi? Moi, j'avais un chef qui disait 2 jours, arrêtez de faire des devis, on n'est pas l'office du tourisme. Dans les faits, vous faites des devis, votre client le donne à son client et le client, il va sur Internet, il fait un direct. Ou pire, si vous êtes un DMC ou un tour opérateur, vous faites tous les devis et vous donnez les adresses et l'agence de voyage fait un direct. Là, j'ai Georges de Baby Boom qui dit « Et les voyages mystères sans offre préalable ?» Ben voilà, ça c'est bien aussi, ça. Ah, c'est bien, ah, c'est un budget. Et tu connais la destination ou pas? Demande à Ben non, voilà, tu connais le prix, bon, voilà. Ah, ben pourquoi pas? Il faut voir la catégorie de clients, hein, parce que là, si tu as la... Monsieur est content et la blonde non, bonjour le service après-vente. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autres idées? Il y a aussi quelqu'un qui nous dit, il faut juste que j'arrive à... Voilà. Il faut être conscient que le voyageur ne pourra pas tout réserver lui-même, car par exemple, faire un atelier poterie avec un maître potier au Japon n'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment connaître. Voilà. Bah, ça c'est bien, mais on en parlera plus tard avec le tourisme expérientiel. Il a raison, mais c'est pas seulement au Japon, c'est partout. Moi déjà au Japon, avec la poterie, je pense que j'irai pas. Hein. Ouais, mais peut-être avoir un atelier de soie à Lyon, si on ne connaît pas les adresses, si on n'est pas lyonnais, on ne sait pas. Oui, oui, bon, si on veut, oui. Mais bon. Alors, je reviens 2 minutes sur ça parce que ça parle de notre résistance. Avant, ce n'est pas seulement avant la crise. Avant, je disais, avant il y a 10 ans, 15 ans, c'était simple faire notre métier. Parce qu'en fait, le touriste veut partir, le touriste, hein, là c'était un touriste, il allait chez son agent de voyage, qui parlait avec son tour opérateur ou ses tour opérateurs référencés, que eux montaient un produit avec l'aide d'une agence réceptive, et l'agence réceptive, elle était sur place et montait les produits. Donc c'était clair là, c'était très facile. Aujourd'hui, le touriste, s'il va à l'agence de voyage ou s'il va chez le tour opérateur en direct, parce que maintenant, le tour opérateur, il a aussi le site online avec les prix publics. Mais avant de tout ça, le touriste, il a déjà fait tout un voyage sur Internet, il sait déjà tout. En fait, il arrive et il sait plus qu'il est déjà Monsieur Thomas Cook, là. Il a déjà le forfait dans la tête. Donc, comment faire face, comment nous, on répond à ces clients hyper informés, à ce client qui a plein de détails sur l'offre, parce que l'offre est transparente, parce qu'Internet donne des prix, parce qu'il y a un comparateur. Hein, donc, vous faites un devis, un devis sur lequel ne vous dites pas beaucoup, mais il y a un prix. Et le client, s'il a un itinéraire, peut faire son test en ligne. Donc, cette révolution de la distribution justifie une théorie qu'on a lancée de la désintermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'agents de voyage, de professionnels. Le client, c'est-à-dire le voyageur, celui qui se sent voyageur, fait tout seul. Donc, est-ce que sur ça, on est d'accord? Est-ce qu'on est gêné par ça? Non? On est sûr de nous? Alors, je vais regarder les nouveaux messages, mais pour l'instant, apparemment... Moi, je pense que cette difficulté, on la vit à tous les niveaux. Au niveau de l'agence, au niveau de tour opérateur, au niveau d'agence réceptive. Chaque acteur essaye de switcher celui qui était son client. On parle de B2B2C, B2C, etc. Donc, attention, quand on crée un produit, en fait, pourquoi il faut prendre en compte la distribution? Parce qu'il faut savoir où on est, nous, avec qui on doit se mettre en relation et quelle relation commerciale il faut exploiter. Donc ça, c'était juste, si personne n'est gêné, je suis contente. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà digéré. Et donc, on arrive à notre débat, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut produire alors, s'il y a tous ces problèmes? On a le touriste, on a le voyageur, on a tous les nouvelles tendances, on a toutes les choses qui se mettent au milieu de notre compétence et les attentes des clients. Donc, qu'est-ce que c'est un produit innovant? On a parlé déjà, on a dit qu'il faut prendre en compte l'imaginaire du consommateur, de comment il perçoit notre offre. Et de travailler sur cette
aura de la destination, sur cette marqueur de la destination quand même un peu, parce que si on veut vendre une destination et un produit et un package, il faut travailler sur ce que le client pense de trouver dans cette destination. Mais il faut quand même personnaliser un peu, parce que si on fait quelque chose de trop standardisé, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je regarde. Là, il parle de plein de trucs. Voilà. Difficile à suivre. Ben, en fait, on ne peut pas annuler les produits standards. Je veux dire, il y aura toujours un produit standard, vol, transfert, séjour. Il y a Isabelle qui nous dit, exemple personnel, il est possible d'envoyer 10 clients au même endroit en Tunisie qui ne feront pas la même chose. Bien. Pourquoi? Bien. Pourquoi? Alors là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, c'est Isabelle. Et parce qu'elle a personnalisé, parce qu'elle a habillé sa Tunisie aux besoins de son client ou l'imaginaire de son client. Voilà. Elle s'est adaptée. Oui, c'est-à-dire, en fait, on a des clients, c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Twain qui disait en 1869 que le touriste cherche la confirmation de ce qu'il a déjà lu ou imaginé. Et après, il veut aller sur place. Donc, le client en Tunisie, il a imaginé 10 Tunisies différentes. Donc, il faut personnaliser, savoir personnaliser. Mais il faut savoir ce que le client veut voir. Et donc, le faire parler. Donc, ce nouveau produit, c'est quoi? Pourquoi c'est nouveau? On a dit que le produit standard, c'est le produit qu'on a toujours fait. Donc, le nouveau, c'est peut-être celui qui répond à des besoins qui sont encore un peu latents, là, ou qui ne sont pas encore exploités par la concurrence. Donc, il faut aussi bien voir ce qu'on a autour. Donc, il faut apporter une innovation, comme a dit Isabelle, là, sur la Tunisie, 10 Tunisies différentes. Une amélioration ou une différenciation d'un produit qui existe. On ne peut pas inventer le globe, il faut juste le décrire différemment ou monter des idées des produits de façon différente. On a des réactions dans le chat qui disent qu'il faut personnaliser son produit et coller et partir des attentes du client pour proposer quelque chose ensuite. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et donc, il faut être vraiment, on dit en termes théoriques, en écoute active. La différence entre écouter et entendre un bruit, il ne faut pas juste entendre les instructions, il faut les écouter. Les écouter en personnalisant la relation. Déjà, si on a la chance d'avoir le client face à face, ou si on l'a par mail, on échange beaucoup avant de lancer une proposition. Et si il faut créer pour une programmation, ben là, c'est plus difficile. Mais donc, il faut se mettre dans la peau de ce client pour personnaliser. Donc, rien de standard. Et comment on les trouve, les idées? Ben, il faut faire quand même une recherche parce que il faut travailler sur les sources externes et internes. Donc, déjà, interne à l'agence, tour opérateur, DMC, etc. Externe, c'est le client qui nous dit, ou la cible client qu'on étudie. Mais il faut quand même filtrer parce que là, il ne faut pas oublier, on est très romantique dans toute cette formation parce qu'on cherche un peu à provoquer, à trouver la nouveauté. Mais il faut que ce produit soit réaliste et rentable. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour faire du bénévolat culturel et suggérer des itinéraires. On est là pour vendre. Hein. Donc, il y a Frédéric qui nous dit « Je pense qu'il ne faut pas forcément partir de leurs attentes, mais susciter la découverte. » Susciter la découverte. Donc, proposer des nouveautés. Voilà. Oui. Des nouveautés qui soient rentables quand même. Parce que si on va trouver, par exemple, des hébergements alternatifs, hébergements collaboratifs, on va louer des lieux d'exception, des châteaux oubliés, des fermes qui sont disponibles pour faire du tourisme dans la nature, etc. Mais après, il faut aussi qu'ils soient rentables. Donc, ces idées, il faut les filtrer. Donc, il faut rester quand même un peu avec les pieds par terre. Et donc, il faut avoir des idées, des thématiques, chercher les sources, donc faire le fameux sourcing, négocier. Mais négocier, c'est encore une autre thématique. Négocier pour avoir notre espace d'existence économique et développer un produit autour d'un concept qu'on va adapter au client ou pas. Parce que peut-être que ce produit, on va aussi le mettre en brochure. On va aussi le lancer avant de le vendre.
Et on a Andrea qui nous dit que le sur-mesure n'est pas synonyme de hors de prix, qu'il faut faire sentir au voyageur qui a moins de possibilités financières qu'il peut faire partie des nouvelles tendances du voyage, que ce n'est pas réservé à une caste. C'est vrai, parce qu'on a un peu l'idée que les nouvelles tendances, c'est un luxe. La nouvelle tendance, c'est quelque chose qui doit être à la portée de tout le monde. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, dans le passé, je travaillais aussi en tour operating avant d'être à la CETIF en Italie. Moi, j'étais fière de remplir aussi des charters de 13e âge. Mais c'est juste donc à des prix complètement défiant de toute concurrence. Ça dépend après ce qu'on offre sur place. Donc, ça ne doit pas être quelque chose réservé à peu. C'est juste une nouvelle approche, la nouvelle tendance et la nouvelle façon de produire. C'est une nouvelle approche pour produire quelque chose qui soit intéressant et qui puisse intéresser ce touriste et ce voyageur, ou le touriste qui est devenu voyageur, qui cherche quelque chose de plus. Est-ce qu'on a d'autres idées sur la nouveauté, sur l'innovation? Parce que moi, si on veut parler d'innovation, moi, je parlerais bien de tourisme expérientiel. C'est un peu, là, c'est une nouvelle tendance, hein, c'est clair. C'est le marketing expérientiel, l'expérience client, on en a partout dans le commerce, donc dans le tourisme aussi. En fait, pourquoi le tourisme expérientiel? Après, comment et par quelle technique on peut passer? Donc, pourquoi? Parce que c'est une façon d'innover déjà. C'est découvrir quelque chose de très local avec quelque chose à faire. Si on fait, c'est un peu comme on dit, si on fait de la route, ça passe par les chaussures, ça passe par les pieds. Et si on voit un paysage, si on fait quelque chose sur place, comme les locaux, qui ne doit pas être forcément extrême. Hein. Moi j'aime bien, par exemple, aller faire les marchés alimentaires dans les pays où j'arrive, parce que je vois comment les gens mangent, comment ils vont faire les courses, etc. Donc, une solution pour innover, c'est proposer une expérience. Ça nous permet de personnaliser, hein, ça nous permet de donner quelque chose qui est à la portée de la demande du client. Et ça nous permet aussi de créer une relation avec le client, parce que le client, peut-être, il rentre de voyage, il va nous raconter, il va nous envoyer des photos d'un mettre sur le Facebook de l'agence, il va nous raconter, il va nous dire. Il reviendra et il parlera à ses amis. Et comment on peut faire? Déjà, il faut travailler sur les thèmes. Il faut habiller. On dit que le marketing, c'est l'habillage d'un produit. Le produit est toujours le même. La Tunisie d'Isabelle, c'était ça? Isabelle a vendu 10 Tunisie différentes, parce qu'elle a habillé la Tunisie avec un fil conducteur différent pour chaque client. Donc, moi, je dis que si on travaille sur un thème, si on crée un souvenir, quelque chose à raconter, et si on sollicite un peu les 5 sens, on laisse une impression positive. Et on a surtout quelque chose à raconter, on est passé par quelque chose de pratique. Hein. Donc, on passe par l'action. Le voyage passe par l'action. On produit un souvenir de quelque chose que l'on a fait, pas seulement quelque chose qu'on a vu. C'est ce que Joël dans le chat nous dit, ce sont les expériences vécues, donc liées à leurs émotions, qui vont rester les meilleurs souvenirs du voyage. On est d'accord. Ce n'est pas le sightseeing des clients asiatiques qui font l'Europe en 5 jours, filtrés des vitres de bus depuis lesquels ils prennent les photos, mais c'est l'expérience locale. Après, ça dépend du type de client. Ça peut être une thématique gourmet, ça peut être une thématique olfative. On peut créer nos parfums, on peut déguster nos vins. Je sais pas, Michel, tu n'as jamais fait ça, toi? Moi, surtout les caves de Bourgogne, oui. Ben, pourquoi pas? Il n'y a pas que la Bourgogne. Oh, il y a Bordeaux après à faire, mais c'est plus loin. Non, mais par contre, on a une question dans le chat qui dit comment les destinations pourront répondre à ces nouveaux besoins après la crise sanitaire. Justement, comment on fait pour avoir un tourisme expérientiel, mais qui répond aux attentes des clients, sécurité, proximité, hygiène? Alors ça, je pense que c'est une bonne question que tout le monde se pose et pas uniquement dans le tourisme. Oui. Comment ils vont être les gens après? Par exemple, nous, un petit benchmark dans le théâtre, tout le monde se bat pour ouvrir, mais les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Voilà, par exemple.
Ouais. Est-ce qu'on va faire une dégustation de vin et fromage dans une cave qui est déjà… Avec des masques? Voilà. Non, on ne le fait plus dans la cave, on le fait à l'extérieur, dans la cour du vigneron. Après, il faut avoir les verres en plastique parce que comme ça, on les jette. Et c'est moins bien que les verres… Il faut des verres en carton maintenant, c'est parce que le plastique, Ah, faut pardon, pas. pardon. Ouais, oui, parce que le tourisme durable. Désolée, je l'ai oublié. Voilà. Après, il y a plein de contraintes, c'est ça qui est vachement bien. On arrive dans un monde où on va y arriver. Comment, on ne sait pas, mais on va y arriver parce qu'on ne va pas lâcher, mais il y a des contraintes. Il va falloir rassurer les gens. Voilà. Moi, j'ai un peu peur que ça sera dosé quand même. Donc, on n'aura pas le tourisme de masse tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir Barcelone et Venise remplis le 1er septembre à bloc. Donc, déjà, la distanciation sociale, il y aura, distanciation physique, excusez-moi, il y aura parce qu'il y aura moins de monde. Donc, petit à petit, ça va reprendre. Et donc, il faudra appliquer les consignes sanitaires qui sont prévues par les protocoles, on dit comme ça, non? Et sûrement que, comme le dit Mylène dans le chat, la crise va modifier les attentes des clients aussi, sur leur façon de voyager. On est d'accord, mais est-ce qu'ils ont toujours envie de goûter un bon vin s'ils vont en Bourgogne, ou manger du bon fromage s'ils vont à la montagne? Et ça reste. Et ça, c'est les vagues qu'il faut surfer. S'il faut produire des souvenirs, on va faire peut-être des excursions plus à l'extérieur, mais les musées doivent aussi vivre, non? Donc, il faut… Alors là j'ai un optimiste, et ça fait plaisir. Je crois que c'était Eric, parce que je ne vois plus maintenant son prénom, mais bon, bref. Et il dit, les gens oublient vite, la grippe espagnole a tué 50 millions de personnes et Thomas Cook existait déjà. Donc, voilà. Effectivement, il va falloir s'habituer à un moment donné, mais je pense que ça va revenir quand même. Il n'y aura pas que des protocoles. On va apprendre à vivre avec et on va normaliser peut-être. Voilà. Et on sera plus attentif. Et après, il y a peut-être une nouvelle conscience. Moi, je vois des jeunes autour de ma famille. Ils ont fait un nouvel an à 6, hein, mais ils se sont testés avant de venir de la maison de quelqu'un. Ça, et personne ne leur a dit. Mais c'est bien. C'est une nouvelle conscience. Donc, déjà, pour voyager, on sera tous testés et vaccinés. Et donc, on va pas se faire tout de suite une descente une dépression en pensant qu'on ne peut plus rien vendre. On pourra. Ce qui est bien, c'est que du coup, les gens qui sont spontanés, il va falloir qu'ils se flinguent en fait. Et si on faisait on va d'abord passer… Voilà. Non, mais je reviens sur l'expérience là. Pour moi, il faut passer l'exemple Starbucks. C'est pas parce que je suis fan, mais juste de la matière première à l'expérience. De la graine de café que je passe 4 heures avec mon Wi-Fi et avec des gens comme moi qui font travailler nomades, étudiants engagés, etc. Non? Donc, c'est juste ce qui n'était pas possible de faire dans une brasserie normale. C'est une expérience, l'expérience café. Nature découverte, moi je déteste parce qu'il y a trop de musique de bien-être, trop comme ça, mais il y a tout. C'est la caverne d'Ali Baba et ils travaillent sur les censurés à fond et ils vendent des choses qu'on peut trouver ailleurs, mais ils ont travaillé sur l'expérience. Pour venir au tourisme, est-ce que vous connaissez l'abbaye de Fontevraud? C'est super, c'est une bâtisse rénovée, mais rénovée avec une expérience du passé, hors les temps, hors du présent, hors du futur, hors du passé, etc. Disneyland, c'est le monde fantastique. Vous rentrez là-dedans, vous ne savez pas où vous êtes. Et finalement, c'est un produit touristique. Donc, il faut travailler ces techniques de symboles pour transformer la matière première. Donc, la matière première, c'est quoi? Pour nous, c'est l'hébergement. Transport, hébergement, activité, dans quoi? Dans une expérience. Ça, c'est la recette du produit innovant. Mais faire attention, parce que si tout devient expérience, après, c'est l'inflation. Si on fait trop de choses, on oublie la destination, on oublie le but du voyage, etc. Il y a juste une petite attention. Si on fait attention à la qualité du package, par exemple, si l'hôtel est bon, la guide parle bien, le transport est bon, etc., on racontera les expériences. Si on a une qualité qui est moyenne, mais à tout niveau, la qualité, ça ne veut pas dire 5 étoiles, comme a dit quelqu'un d'avant. Ça peut être un bon 2 étoiles, un bon 3 étoiles, un bon 4 étoiles, c'est-à-dire
ce pour lequel on a payé. Et après, le petit plus, c'est cette expérience locale. Mais pas trop non plus. Il faut doser, il faut laisser du temps libre. Et donc, nous, les pros, on doit être capable d'analyser les prestations, de choisir, de filtrer les prestataires et faire ce pas de passer des choses à voir à choses à faire dans la destination pour raconter. Juste parce que je vois la montre, petit rappel sur ce que nous devons quand même faire, parce qu'on a des obligations. Pour monter un package touristique, il faut répondre à ce que le Code du tourisme nous impose. Donc, il y a quand même une définition de forfait, une définition de responsabilité, de co-responsabilité entre producteur et distributeur. Donc, l'agent de voyage est co-responsable vis-à-vis du client par rapport à ce que produit le tour opérateur. Donc, attention, même si vous êtes en train de revendre, vous devez caler l'offre par rapport à votre client et avec une obligation d'information et de conseil. Ça, c'est ce que dit le Code du tourisme. Et donc, qu'est-ce que c'est ce forfait? C'est une prestation qu'on vend à un prix tout compris, qui inclut au moins 2 opérations, transport et logement, transport, logement et excursion, etc., et qui dépasse les 24 heures. Donc, tout ce que est prestations sèches, ce n'est pas un forfait touristique. Donc, ça, c'est ce qu'on doit faire selon la loi. Comment on doit le faire? Il faut avoir un peu de optique marketing. Donc, il faut savoir qu'on s'adresse à un segment de clientèle. On sait à qui on parle, donc on sait qui on a en face. On utilise un canal. Canal, c'est notre vitrine, notre CRM, nos clients, notre brochure, notre page Facebook, ce qu'on veut. Et on passe par une stratégie de communication adaptée, dans le sens qu'on parle à un client avec le langage qu'il veut ou qu'il peut écouter. Si on fait des voyages pour les jeunes, on parle d'une certaine façon. Si on fait des voyages pour les seniors, on parle de cette façon, etc. Donc ça, c'est notre devoir technique. Quelqu'un a parlé de âme et technique avant. Ça m'a plu. Donc ça, c'est la partie technique. Et pour la partie âme, je laisse Michel. Parce que lui, il est plus... La partie âme, on parlait tout à l'heure du dernier voyage, là, la mienne est en train de partir. Hein. Je suis en train de suivre le truc et ils n'arrêtent pas de parler, les agents de voyage, ils donnent plein d'avis, c'est super intéressant. Il y aura plusieurs types de clients, les clients réticents et ceux avides de voyage. Comment reconquérir les clients réticents? Des produits meilleurs, de qualité, la proximité des destinations, proposer des assurances. Ou alors, moi, je peux éventuellement faire un voyage gratuit ou un voyage payant. C'est-à-dire que vous payez le client réticent pour qu'il parte en voyage. Enfin, il y a plein de trucs à faire, je sais pas. Faire un voyage gratuit? Non. Ça On a beaucoup de réactions sur l'importance de réinventer le tourisme local, de proximité, régional, et faire vivre des expériences aux voyageurs à côté de chez eux, qui serait potentiellement une solution pour l'après-Covid et la reprise du tourisme, et éviter cet effet tourisme de masse plutôt destructeur auquel les agents de voyage sont très sensibles visiblement. Oui, ça revient encore dans l'expertise parce qu'il faut connaître un territoire qui peut-être on n'exploitait pas trop déjà et il faut adapter aux thématiques qu'on a vues. Donc, il faut toujours passer par la phase des conceptions. Il y a Martin qui nous dit l'augmentation du prix des vols dans le futur va beaucoup influencer le choix des voyages. Effectivement, du coup, il va falloir réinventer des produits régionaux en fait. Oui, mais attention, de toute façon, c'est encore quelque chose de très technique. Là. Dans un produit touristique, il n'y a pas que les prestataires. Donc, les prestataires, plus cher, moins cher, plus accessible ou fermé à la vente pour la situation, etc. Mais on a des frais de production. Donc, si on ne connaît pas le territoire, donc il faudra penser qu'il faut faire des repérages, il faut faire des webinaires avec les offices de tourisme, les régions, etc. Il faut y aller. Comment est-ce qu'on peut, etc. Et après, il faut refaire des packages, il faut refaire des brochures, il faut les distribuer. Il faut choisir le canal. Donc, en fait, c'est réinventer pas seulement la philosophie du produit, mais le produit tout court. Mais cet atelier, cette discussion virtuelle qu'on a fait ensemble, ça nous donne des pistes, pas seulement pour cette année 2021, mais pour après, quand le voyage repartira. Et donc, si on a cette approche moderne,
et flexible et plein de personnalisation et d'expérience, peut-être qu'on pourra se faire reconnaître et on pourra garder les clients plus longtemps et capter aussi le voyageur. Donc, avant de encore laisser vraiment le temps libre à plein de questions, parce que le temps arrive, moi, je résumerai sur 3 axes. C'est quoi une production innovante? C'est d'abord l'expertise de l'agent de voyage, hein, donc notre technique, hein, la connaissance du produit, mais aussi la connaissance du produit, c'est l'expérience, mais aussi comme personne. Vous savez, il y a savoir-être, savoir-faire, être curieux, donc avoir envie de lire, de suivre les tendances, etc. Et avoir envie de se former, de se remettre en question. Donc la connaissance du produit, ça vient de là aussi. Il faut collaborer avec des organismes externes, donc si en agence de voyage, demander à tour opérateur de recommencer avec les aides de tour, demander aux destinations. Pour la France, on n'a même pas besoin de tour opérateur. Vous voulez faire des produits français et travailler avec les offices du tourisme, on n'attend pas que ça. Et pour former, pour donner de la compétence, pour trouver ces fameuses expériences, ces fameuses idées qui vont différencier notre produit. Et après, l'expertise passe aussi par le tourisme durable parce que c'est un besoin. C'est la crise sanitaire, on l'a dit, et cette nouvelle sensibilité des clients, du nouveau client qui a vécu un an assez traumatique. Donc, premier onglet, l'expertise, la technique. Deuxième onglet, savoir écouter le client. Donc, cette écoute active nécessite de l'empathie. Donc, il faut prendre du temps pour préparer l'offre. Il ne faut pas balancer une offre standard. Il faut être original. Il faut savoir personnaliser. Donc, encore, je reprends la phrase, 10 Tunisie différentes pour 10 clients différents. Et prendre en compte la carrière touristique du client. C'est quoi la carrière touristique du client? Est-ce que c'est des personnes qui sont au premier voyage? C'est des personnes qui ont déjà vécu le monde entier? Des personnes qui n'ont jamais fait cette destination, etc. En sachant que on ne peut pas connaître tout le monde. Donc, on sera toujours en face à une destination qu'on ne connaît pas assez bien. On a plein de sources. Donc, il faut être à l'écoute, se mettre à la place du client et savoir personnaliser l'offre. Et troisième onglet, c'est la relation avec le client. Parce que si on arrive à créer ce climat de confiance, de conseil, on va montrer au client et même au client voyageur qu'il va gagner du temps à passer par nous. Donc finalement, au lieu de passer des semaines sur Internet à chercher des offres comme ça, il passe par nous, qu'on est les experts et il gagne du temps. Et peut-être que s'il est content, il va parler autour de lui et donc on va fidéliser. Hein. Donc on va travailler notre réputation d'agence. Voilà. Donc 3 onglets, expertise, empathie, écoute du client et gestion de la relation. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Et après, pour nous achever, j'ai des questions qui partent de tous les sens. Comment on peut assurer les clients? Est-ce qu'on a encore le droit d'exister? Là, je pleure parce que c'est midi 10, donc Valentine, tu me dis s'il faut que je stoppe. Est-ce qu'on est dans la fin de Je peux? Oui, on peut encore prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Il y a pas mal de réponses dans le chat. On peut peut-être… Alors, on passe aux questions alors. Ouais. Qui voit les questions, Michel? Ouais. Mais moi, je ne les vois pas, les questions. Ah, les questions des gens? Ça va être parti, là, parce que là, déjà, Hop. Alors. Il y a des agents de voyage qui se posent la question de la marge et du bénéfice commercial sur la vente d'offres locales. Et c'est difficile, mais si on est original et si on fait un package avec l'adresse qui n'est pas du professionnel de la dégustation, de l'expérience locale, qui n'est pas publié partout, et si on arrive à faire un mix dans notre package original, le client ne pourra pas faire son compte avec la calculette. Donc, quand je disais il faut être original, mais aussi rentable, et il a raison à se poser ces questions. Et bien là, c'est un peu le drame du DMC. Alors là, moi, je le vis depuis 20 ans.
Parce que vendre un package au Japon, le client il ne va pas contrôler tout l'itinéraire. Mais si on vend de la France aux Français, il peut être difficile parce que le Français parle français, donc c'est encore plus difficile que vendre la France en italien, en espagnol, en allemand ou en américain. Donc en fait, il faut être original et il faut montrer que c'est beaucoup plus facile de le faire avec nous parce que dans l'offre, il y a plein de choses et on offre un package complet, une expérience complète. C'est facile. Il faut fournir la facilité et l'originalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à réagir, les agents de voyage. Il y a Septentrion Tour qui nous dit qu'en tant que DMC, il se présente souvent comme un facilitateur. C'est bien. Ça doit être facile. Ça doit être facile. Et je vous fais un exemple au contraire. Moi, je suis dans le tourisme depuis toujours. Je voulais faire un voyage en famille il y a une dizaine d'années en Laponie pour le Père Noël, etc., type classique. J'aurais pu organiser le voyage. Mais ça m'était tellement plus facile faire appel à quelqu'un sur place qui me trouve dans les 5 jours, 5 expériences. J'ai tout fait. J'ai tout fait et j'ai même eu du temps pour dormir. C'était facile. Donc, DMC, facilitateur, oui. Agent de voyage qui propose la France pour la découverte du territoire, facile et original. Il doit dire à son client, tu as voyagé dans le monde entier, je vais te faire retrouver les mêmes sensations de découverte d'ailleurs, etc., dans des régions de France que tu as toujours sous-évaluées, négligées, voilà. On a Eric Bétens qui dit que en France, les sites des offices de tourisme sont comme des sites d'OTA. Donc, qu'en est-il pour les professionnels là-dedans, dans ce type de vente, par exemple les AGV, les TO, les DMC? C'est vrai. Alors, les offices de tourisme doivent être rentables. Alors, si on veut ouvrir un débat, on parle jusqu'à demain matin, même à Tour France, ils vendent les fichiers d'adresse, ils vendent les démarchages, etc. L'office de tourisme doit vivre parce qu'il n'est plus seulement une entité publique, mais l'office de tourisme, il crée son réceptif interne, si on peut dire. Mais si nous, on est capable de filtrer ce qu'on veut et packager de façon facile, on va exploiter la connaissance de l'office du tourisme pour créer un produit différent, un produit pour nous, un produit qui correspond au client. Et après, si le client veut aller direct à l'office du tourisme, c'est clair que c'est comme les deux dessins sur la distribution. C'est une des difficultés, on est d'accord. Et l'office du tourisme vend de tout. Ils ne vendent pas seulement des chambres d'hôtel, ils vendent des produits locaux, ils vendent... Il doit trouver sa rentabilité. Mais nous, on peut, avec notre expertise, essayer de faciliter la vie à notre client avec un pré-choix pertinent. On a Christophe Leguet qui va dans ton sens, Sylvia, en disant qu'il ne faut pas avoir peur de mettre sa marge, qu'il y a une vraie valeur ajoutée à monter le package. Le client se rend bien compte que cela a un prix. Il est prêt à payer pour ça, puisque ça prend du temps et que ce serait plus dur à faire par soi-même pour quelqu'un qui ne connaît pas la région dans laquelle il se rend. Et je suis complètement d'accord. Et en fait, il faut créer cette relation avec les clients et lui montrer que notre expertise lui fait gagner du temps. J'ai rencontré récemment un agent de voyage, expert, etc. Il m'a dit, moi maintenant, je fais payer mes devis. Et après, si le client voyage avec moi, je déduis bien sûr le devis dans le prix du devis du forfait du voyage. Parce qu'en fait, on devient des machines à devis. Mais ça, c'est une triste réalité. Et il faut éviter de faire des cotations. Ou il faut faire, je ne sais plus qui a dit, eh bien, on fait un devis sans trop dire. On fait un devis à la louche à partir de... Et après, on va en parler. En fait, il faut avoir le courage de se rapprocher au client et dire, écoute, je te fais une proposition qui peut être changée dans chaque ligne. Donc, dis-moi d'abord quelles sont tes objections à l'offre, au package, et après, on parle de chiffres. Mais la vérité vraie, c'est qu'il faut être rentable. Si on n'a pas un package réaliste, mais on a seulement un package romantique de développement durable, de rencontres avec le local, d'expériences, etc., et on ne gagne rien, on peut fermer boutique. Donc, le package doit être original, nouveau, concret, réaliste et rentable. Et mieux que la concurrence.
Oui, on nous dit surtout qu'il faut être clair et transparent et aussi faire un devis exhaustif dans l'idéal avec des modifications possibles, un devis à tiroir qui s'adapterait vraiment aux besoins. Concrètement, ça donne ça. Oui, donc un voyage sur mesure, un voyage à la carte où il y a des éléments comme un puzzle qu'on peut changer. Mais donc, c'est un package dynamique. Alors, c'est moi qui pose la question. Alors, on va faire un package dynamique parce que là c'est aussi tout un débat qu'on peut faire sur la négociation et les tarifs parce que les prestataires, ils sont de plus en plus en dynamique. Donc, comment maintenir un devis? Moi, je me réponds tout seul, mais je pense encore que c'est encore dans la relation qu'on a avec le client. Le client qui rentre juste pour un prix, on lui donne une brochure et il s'en va. Le client qui veut un devis, on personnalise. On est d'accord sur ça ou pas? D'autres questions? Il y a une Je crois question qu'on arrive il y a une dernière question de Yann. Yann Le Guen ou Le Guen, ça dépend comment on veut écorcher son nom, qui te demande qu'est-ce que tu vas manger à midi, Sylvia? Voilà. Je sais pas. En fait, je voulais la vérité vraie. J'ai un rendez-vous avec le kiné, donc je craque. Je vais manger un truc cuit. Non, je ne vais pas manger. Je vais boire un verre, mais d'eau, et après je vais voir. Vous voulez savoir si je mange des pâtes parce que je suis italienne, c'est ça? Normal. Mais je l'ai mangé hier soir, c'était très bon. Bien, donc c'était pas trop dissacrant ce qu'on a dit, on a fait. J'espère Je pense que de toute façon, les participants vont pouvoir avoir le PowerPoint. Tu vas pouvoir ils vont pouvoir avoir accès au PowerPoint et repartir avec au moins tout le contenu de ce que tu comptais nous dire et que tu nous as dit. Je ne sais pas, ça dépend de Valentine. Voilà, alors c'est Valentine qui parle du coup. Merci. J'enlève le partage, comme ça c'est plus sympa. Comment je fais? Du coup, merci à tous d'avoir participé à cette formation. Merci à Travel Pro et merci aux agents de voyage. Ce qu'on va faire, c'est que le PowerPoint que Sylvia vous a projeté, vous pourrez le retrouver sur la page Les ateliers d'IFTM sur notre site internet, iftm.fr. Sur cette page, il y a tous les replays et toutes les informations de chacun des plateaux télé et chacune des conférences. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter et surtout, continuez à suivre les ateliers, que ce soit les formations, comme celle qu'on vient d'avoir ce matin et qui est très riche, ou les plateaux télé. Bien, bon. Alors, merci de m'avoir supporté, écouté. C'est un plaisir, c'est un plaisir. À la prochaine, parce qu'il y en a d'autres. À bientôt, merci à tous et on espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on était ravis de vous voir aussi nombreux connectés, ça fait très plaisir. Ciao. Merci à tous. Arrivederci.